Merci d'être venus aussi nombreux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, au nom de l'association La Reine de l'IEP et de l'administration de Sciences Po Lille, je tenais à remercier Edo Penel qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Donc merci beaucoup M. Penel d'être là. Avant de rentrer dans le vif, très rapide présentation de votre parcours pour ceux qui ignoraient encore quelques petits détails. Donc vous êtes journaliste politique et après être entré à la LCR, vous avez choisi d'entrer à la rédaction du journal Le Monde, où vous avez été rédacteur en chef, si je ne me trompe pas, de 1996 à 2004, date à laquelle vous avez démissionné. Depuis, vous avez cofondé en 2008 le journal en ligne Mediapart. Donc, vous vous êtes fait connaître pour la révélation de nombreuses affaires et avez beaucoup travaillé durant les présidences de François Mitterrand. Vous avez été, à ce titre, mis sur écoute. Vous avez, une fois de plus, mais si mes notes sont bonnes, vous avez entraîné, en tout cas vous avez suscité la démission d'un ministre de la Défense, Charles Hernu, et dans le même ordre d'idée, il y a un autre ministre qui ne vous aide pas beaucoup, puisque le 19 mars 2013, il y a un peu moins d'un an, c'est le ministre délégué chargé du budget qui a démissionné suite aux premières allégations de Mediapart. Information. Allégations qui sont devenues informations, qui marquent ainsi la fin du grand feuilleton de l'affaire Cahuzac. Et donc, depuis mars 2011, vous avez annoncé la création du site French Leaks, qui est inspiré de Wikileaks, et qui s'est imposé sur la scène politique et médiatique française comme la figure du journalisme d'enquête et d'investigation. Et donc récemment, vous avez révélé ce sur quoi nous reviendrons sans doute dans quelques instants, à savoir les soupçons de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par Mouammar Kadhafi. Et donc pour terminer, toutes ces révélations posent la question, et les nombreuses questions qu'entretiennent les journalistes avec la sphère politique et plus largement avec la République, c'est le sens du thème que nous avons choisi pour cette conférence ce soir. Donc très rapidement, dans une première partie, vous serez livrés aux questions de mes deux camarades ici présents, et donc ensuite, dans une deuxième partie, mes amis du public pourront vous poser des questions libres. Et donc je vous rappelle à tous que vous pouvez acheter le livre Le droit de savoir que M. Penel a publié en mars 2013. Bien, bah écoutez, je vous laisse la parole. Tout d'abord, je veux vous remercier d'avoir pris un peu de temps pour venir faire cette conférence. Je vais commencer tout d'abord par une question aussi courte que pertinente. Monsieur Penel, avez-vous, oui ou non, un compte en Suisse? Bonsoir, merci. Si vous aviez enquêté, vous connaîtriez la réponse. On a cherché. C'est pourtant facile. C'est sur Twitter le 8 décembre 2012. On n'est pas remonté jusque-là. Vous tapez Penel compte en Suisse et vous le trouvez sur Twitter. On trouve votre compte en Suisse sur Twitter. Exact. J'ai dit, donc le 8 décembre, c'est 4 jours après nos révélations, que j'ai un compte en Suisse. Il est là. Il est déclaré à l'administration fiscale tous les ans. Il est là. C'est la Poste suisse. J'ai un compte en Suisse, pourquoi? Parce que je donne quelques cours. Je crois que le jour où j'ai fait le message sur Twitter, il y avait 2300 €. J'ai donné le montant 2380 €. L'équivalent en francs suisses, parce que je donne quelques cours pour le journalisme à l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel. La Suisse n'est pas dans l'Europe, donc elle ne peut pas verser de l'argent directement. Donc il faut ouvrir un compte postal, parce que c'est là où on ne vous demande pas trop d'argent pour l'ouvrir, même pas du tout. Et c'est là que mes petites émoluments de l'enseignement à Neuchâtel sont versés. Et quand je vais donner les cours, avec cette carte que je viens de vous montrer, je sors un petit peu d'euros. Voilà, et j'ai donné le montant à l'unité près, et je le déclare chaque année à l'administration fiscale. C'est un compte déclaré. On a le droit d'avoir un compte en Suisse, on a le droit de travailler en Suisse, mais il faut le déclarer. Eh bien, nous voilà rassurés. C'était la surprise, hein, vous n'y attendiez pas. Alors pour rentrer dans le vif du sujet,
Mediapart est l'un des rares, voire des seuls médias aujourd'hui à se spécialiser dans la révélation d'affaires d'État, de scandales comme vous le faites. Alors, nous, on se demande pourquoi, comment ça se fait que les autres médias ne le font pas, comment ça se fait que vous êtes si seuls sur ce terrain-là. On aimerait bien aussi comprendre comment vous faites, comment ça se passe, si vous pouviez nous faire un petit peu rentrer dans les coulisses de Mediapart, notamment dans le cas de l'affaire Cahuzac, quand est-ce que vous avez su, quand est-ce que vous vous êtes senti autorisé à révéler vos informations, comment avez-vous l'idée aussi d'enquêter là-dessus? Je vais vous répondre donc à la fois sur le journaliste d'enquête en général, et puis donc sur le déroulé précis de l'affaire Cahuzac. Mediapart, c'est un journal numérique, c'est un journal pionnier dans son modèle d'abonnement, de création de valeur, ne vivent que des abonnements de ses lecteurs. C'est un journal numérique avec tout ce que permet le numérique, le multimédia, le lien hypertexte, les documents, les preuves, le participatif, le journal, le club. Mais cette modernité de Mediapart n'empêche pas que la recette du succès de Mediapart, c'est de défendre dans cette modernité le meilleur de la tradition. Je pense que dans les temps de transition que nous vivons, tant de révolutions industrielles, tant de troubles, de doutes, dans tous les domaines, que ce soit le journalisme, l'économie, la culture, la politique, ceux qui inventeront l'avenir sont ceux qui défendront le meilleur de la tradition dans la modernité. Les vraies avant-gardes créatrices sont celles-là. Pas l'idéalisation béate de la modernité et pas la crispation sur la tradition, mais la dialectique entre l'une et l'autre. L'enrichissement de la tradition par la modernité. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ce que fait Mediapart, c'est ce que j'ai toujours défendu. C'est ce qui a fait mon chemin personnel quand j'ai été pendant 25 ans, plus de 25 ans, au journal Le Monde. Cette idée que le journalisme, il est requis par une obligation que j'appelle le droit de savoir, qui est de fournir au public des informations d'intérêt public, pour qu'il soit libre et autonome, pour qu'il puisse décider, pour qu'il puisse choisir. C'est ça le rôle et la responsabilité d'un journaliste. Les opinions, nous en avons tous. Nous avons des opinions rationnelles ou pas rationnelles, raisonnables ou faites de préjugés, ne sont pas le propre du journaliste. Ça, elles appartiennent à tout le monde. C'est la liberté d'expression, d'opinion. Le journaliste, c'est aller chercher des informations. Donc, ça veut dire ne pas simplement être en miroir. Aller chercher, et donc, du coup, ce qu'on appelle improprement journalisme d'investigation, c'est ceux qui vont chercher à la limite, là où il y a du secret, là où c'est verrouillé, là où il y a un placard un peu fermé. Alors, illustrons ça sur Cahuzac. Comme vous le savez, Mediapart, de manière informée, pas sur la base d'un préjugé, a souhaité qu'on tourne la page de la présidence Sarkozy. Nous avons trouvé que cette présidence, et je pense que la droite républicaine en paye le prix aujourd'hui, elle a quelque part libéré les fauves qui ébranlent sa propre tradition. Les fauves, on pourrait dire, d'une grande tradition intellectuelle, mais contre laquelle la République s'est construite, qui est la droite maurassienne, la droite de l'inégalité, la droite de l'affrontement au nom de l'origine, au nom des différences, au fond de cette hiérarchie entre les humanités. Le gaullisme, comme événement dans la droite, c'était, après 2 guerres mondiales et quelques montagnes de cadavres, la rupture avec ça. Et donc nous, sur la base de tout cela, nous l'avons écrit, nous avons dit, tout cela violente, virulente, abîme, hystérise, il faut tourner la page. Et nous avons par ailleurs documenté toutes les affaires, que ce soit l'affaire Tapie, l'affaire des caisses d'épargne, l'affaire Bettencourt, l'affaire Taquiedine, l'affaire évidemment libyenne dont on reparlera. Le lendemain de l'élection de François Hollande, il a été élu le 6 mai, le 9 mai, j'ai écrit le mot d'ordre pour Mediapart, c'est pas le changement, c'est maintenant. C'est l'indépendance, c'est maintenant. C'est là où on a rendez-vous avec la confiance.
dans nos lecteurs. Vous ne vous sentiez pas indépendant avant? Non, c'est pas ça, c'est qu'à partir du moment où vous vous étiez engagé, les lecteurs vont dire « Ah bon, ben maintenant, ils ont fait le job sur Sarkozy, mais ils vont plus avoir la même pertinence, ils vont plus avoir la même curiosité. » Donc, ce que je veux dire, c'est que je l'ai dit de manière active. Je n'ai pas dit on attend d'avoir une info. J'ai dit, attends, j'ai dit à l'équipe, maintenant nous avons rendez-vous avec notre indépendance. Maintenant, il faut que vous regardiez, il faut que vous cherchiez. Et l'histoire Cahuzac, elle démarre de choses très simples. C'est comme la nouvelle La lettre volée d'Edgar Poe. Vous savez, c'est la première nouvelle policière, et dans l'histoire de La lettre volée, elle est en fait sur la cheminée. Tout le monde la cherche parce qu'on croit qu'elle est cachée, mais en fait, justement, elle est simplement posée. Alors ça démarre d'un truc que tout le monde a vu. Nous avions documenté, nous n'étions pas les seuls, d'ailleurs c'est toujours entre les mains de la justice, une affaire qui concerne Éric Woerth, qui a été ministre du budget, qui a été trésorier de l'UMP, qui est l'histoire de l'hippodrome de Compiègne. Et nous avions révélé le rapport des experts liés à la Cour de justice qui était embêtant, d'autres diraient accablant pour M. Woerth. Et fin juillet, on apprend que le nouveau ministre du budget socialiste a commandé un rapport ad hoc, très court celui-là, beaucoup moins développé que celui des 3 experts, et qui blanchit totalement Éric Woerth. Et donc, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi alors? Ils viennent à peine d'être élus, il n'est pas de la même famille politique, la justice suit son cours, et d'ailleurs elle a continué à le suivre. Et il fait ce cadeau, au fond, qui fait bizarre, qui fait en clair, là on est entre nous, mais presque cadeau mafieux, on s'arrange quoi. Il dit, mais d'où ça tombe? D'où ça vient? Nose for news, ça s'appelle dans le journalisme américain. Avoir le nez pour les nouvelles. Se dire, il y a quelque chose, il faut aller chercher. Donc, on discute, et Fabrice Arfi, qui a 31 ans, qui est jeune investigateur totalement brillant et de Mediapart, je dis, il faut chercher sur Cahuzac. Qu'est-ce qu'on savait, qu'est-ce qu'on savait? On savait ce que tout le monde entendait dire. Pas de compte en Suisse, non. La clinique. Je disais, voilà, tiens, tout le monde sait que les cliniques d'implants capillaires, c'est pas de la chirurgie très sophistiquée. En revanche, ça rapporte beaucoup. On dit que la séance, certains disent, c'est je sais pas combien, la séance, enfin, il y a des chiffres qui circulent sur et puis on dit qu'il y a beaucoup de cash, et on dit que, voilà. Donc, il y avait ça. On dit, tiens, il faut aller regarder pourquoi il a fait ce... Nous, notre point de départ, c'est pourquoi Cahuzac a fait un cadeau à Woerth. Et donc, on cherche, et on s'intéresse à Cahuzac. Au bout de 2 mois, il fait d'autres choses, mais il fait sa pelote. Fabrice revient, il dit, on me dit qu'il a un compte en Suisse. Au bout de 2 mois, ça va faire 4 mois, avant de sortir l'info. Et là, on discute, et je dis, attends, là, il y a une information qui commence à prendre un sens. Le ministre du budget a un compte en Suisse non déclaré, il est le patron de l'administration fiscale, et quand il me le dit, je venais de faire un long article dans Mediapart qui s'intitulait « Aller mener la guerre à la mafia de l'évasion fiscale ». Pourquoi? Parce qu'un jeune chercheur de l'École économique de Paris venait de sortir, depuis c'est un livre à la République des idées, sa recherche sur ce qu'il appelle la richesse manquée, détournée, volée des nations. Les avoirs financiers dans les paradis fiscaux, on était fin 2012, on dit bien les avoirs financiers, c'est-à-dire c'est pas les immeubles, pas l'immobilier, pas les courses de chevaux, les écuries de course, pas les tableaux, pas les œuvres d'art. Plus de 25 000 milliards de dollars, ou d'euros, je ne sais plus. Plus que le PIB, le produit intérieur brut, additionné du Japon et des États-Unis. Et comme vous le savez, c'est une évaluation à 50-60 milliards par an pour la France. Quand on nous parle économie, dette à rembourser et tout. Donc nous, on avait mis à l'agenda intellectuel, à partir de nos informations, mais qui n'étaient pas des scoops, cette idée que l'évasion et la fraude fiscale étaient un enjeu essentiel d'intérêt public. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit? Parce que l'autre culture du journaliste d'enquête, c'est l'événement qui fait sens, qui tout d'un coup va réveiller tout le monde. Donc on se dit avec Fabrice, si on arrive à avoir les moyens, pas seulement un bruit, d'affirmer que le ministre du budget, patron de l'administration fiscale, est lui-même un fraudeur fiscal, il va se passer quelque chose. Et il va y avoir une prise de conscience. Pas pour accabler un homme. Moi, je ne cherche jamais
Je ne cherche pas à faire tomber des personnes. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est d'intérêt public. Et je n'ai aucune animosité, je n'en avais pas avec François Mitterrand, même s'il m'a beaucoup écouté mais pas beaucoup entendu. Bon. Et je n'en avais pas avec Charles Hernu ou avec d'autres, les noms qui ont été cités tout à l'heure. Et je n'en ai pas avec M. Cahuzac, et on serait ravi même qu'il accepte d'être interviewé par Mediapart, on l'a dit à son avocat. On n'a aucun problème avec ça. On n'est pas là, on n'est pas en train de faire une morale individuelle, on est sur des questions d'intérêt public. Là-dessus, Fabrice, je vous raconte tout, il prend 2 mois supplémentaires de travail. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il remonte à Villeneuve-sur-Lot. Tout le monde pouvait aller à Villeneuve-sur-Lot. Tout le monde, depuis d'ailleurs, tout le monde y a été et a vu que c'est à Villeneuve-sur-Lot que beaucoup de gens savaient ça. Et donc, il remonte, et puis bon, on a des éléments, on a quelques sources qu'on protège au plus près, qui ne sont pas connues, évidemment. Et puis finalement, il y a le problème de la preuve matérielle. Puisqu'un compte en Suisse, là, vous m'avez demandé, je vous la donne, mais parce que j'ai rien à cacher. Le problème, votre compte en Suisse, le numéro, ou quelle banque et tout. Donc, on apprend des détails, on apprend qu'il a été fermé, qu'il est passé à Singapour, on apprend le nom du gestionnaire, Hervé Dreyfus, le nom d'un autre à Singapour, etc. Et puis, finalement, on apprend qu'il y a cet enregistrement. Et on se décide à dire, on ne peut publier qu'avec l'enregistrement. Parce que c'est une preuve matérielle. Évidemment, on a les moyens d'authentifier la voix. Pas les moyens que vous croyez avec des officines techniques. On authentifie la voix auprès de gens qui connaissent vraiment la voix. Nous sortons notre article le 4 décembre. Nous sommes, comment dire, instruits par l'expérience. Donc nous ne mettons pas l'enregistrement, le son tout de suite. Nous disons dans une conversation dont une trace a été gardée. Et nous sommes sûrs que cette information va prendre. Nous sommes même sûrs que peut-être M. Cahuzac, qui sait la vérité, va dire « Ok, bon, voilà ». Et le lendemain, comme vous savez, il y a à l'Assemblée nationale la scène « Je n'ai jamais eu », etc., etc. Voilà. Là, je dis à l'équipe le soir, dans la foulée, je dis « Bon, ben, on passe à l'étape suivante. On sort l'enregistrement. » Et moi, je suis convaincu que tout le monde va comprendre. Parce que les sources existent. Les gens, M. Bonnel, qui est un ancien élu UMP et qui est un homme honnête, l'ancien inspecteur du fisc qui sera calomnié, Garnier, dans certains journaux, existent. Tout ça, c'est possible. Et je suis convaincu que tout le monde va comprendre. Je suis même convaincu à ce point que le président de la République, François Hollande, avec lequel j'ai fait un livre en 2006, à sa demande, on revient sur des épisodes qu'on a connus sous François Mitterrand ensemble, quand il était directeur de cabinet. La gestion des affaires, puisque c'est les affaires d'État. Il est directeur de cabinet du porte-parole du gouvernement Mauroy sous le début de la présidence, Mitterrand. Il s'appelle Max Gallo, depuis il est passé côté de Sarkozy pendant un moment. Bon, et il est directeur de cabinet, il est un peu plus jeune que moi, quand je sors ma première affaire, les Irlandais de Vincennes. Et comme vous savez, ce n'est pas les ministres, nos informateurs. C'est souvent les cabinets qu'on connaît mieux, surtout quand on est de la même génération. Pour ça que François Hollande est un des rares hommes politiques que je tutoie, pas comme homme politique. Je l'ai connu à cette époque dans un cabinet. Et donc je lui dis, mais vous racontez n'importe quoi. Et donc on passe au tutoiement progressivement. Et du coup, il est content parce que je lui donne la vérité de cette information pour qu'il ne raconte pas trop de bêtises et que j'ai raison. Je lui rappelle cet événement en 2006 dans le livre. Et il dit, il n'y a pas d'autre solution que la vérité. Et il faut trancher tout de suite. Surtout que très souvent, et il a cette phrase très poétique, surtout que le vrai est souvent invraisemblable. C'était dans Devoir de vérité 2006. Donc moi, je suis convaincu, en décembre 2012, le sérieux de Mediapart n'a pas besoin d'être prouvé, et notamment à la gauche qui se félicitait de nos informations quand elle dérangeait la droite. Donc je suis convaincu que tout le monde va se dire, mais Mediapart, c'est costaud, et on ne peut pas se contenter. Serions-nous tous naïfs à ce point qu'il suffit qu'un homme jure les yeux dans les yeux? On ne ment pas les yeux dans les yeux en politique? Ça n'existe pas. Vous seriez tous aussi naïfs que ça? Parce que c'est ça qu'on nous opposait. Vous comprenez, il a juré devant la représentation nationale, il a juré au président, il a juré au Premier ministre. Je dis non, opposez-lui des faits.
Je continue cette histoire parce qu'elle est au cœur de votre propos comme vraiment une histoire qui n'interpelle pas François Hollande ou Cahuzac, mais nous tous et nos institutions. Donc nous, on se retrouve avec une histoire qui est béton, on le sait. Et on a contre nous la majorité du système politique. M. Woerth monte au créneau pour défendre M. Cahuzac, la droite défend tout pareil M. Cahuzac. Et on a la majorité du système médiatique, le phénomène apathiesque, qui est dans l'opinion, qui n'enquête pas, qui est là sur son fauteuil, j'y crois pas. Voilà, on travaille, on vérifie, on recoupe. Vous savez, les 2 seules rédactions qui ont embrayé sur les infos de Mediapart, 2 seules rédactions, qui ont apporté des faits supplémentaires à Mediapart, en travaillant. France Culture, on ne peut pas dire que ce soit le cœur du système audiovisuel, et La Croix. Antoine Peillon à La Croix. Et donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il se passe que du coup, on arrive fin décembre et je dis, mais ils n'ont pas pris leur responsabilité. Moi, je disais, je l'ai écrit très vite, je dis, la responsabilité, c'est dans un cas comme ça. On ne laisse pas le conflit d'intérêts. La règle, pour moi, dans ces cas-là, c'est que le président et le Premier ministre disent à M. Cahuzac, tu dis que tu n'as pas de compte, d'accord, mais il y a des informations solides, tu ne prends pas en otage ton administration, ton gouvernement, ta majorité, tu te mets en réserve pour te défendre. Et donc, tu te déportes et tu te défends. Dans ce cas-là, l'affaire Cahuzac, elle tombait tranquillement. Et non seulement il ne se passe pas, mais j'entends dire, l'affaire Cahuzac, mais la justice est saisie. Elle était saisie de quoi, la justice? D'une plainte en diffamation avec constitution de partie civile. Vous avez fait un peu de droit? Ça veut dire simplement que le juge d'instruction va être désigné, il va nous mettre en examen automatiquement, il n'a pas le droit d'enquêter sur le fond et qu'il y aura un procès 1 an et demi, 2 ans après. Qu'on allait gagner, pas de problème. La vérité des faits ou la bonne foi, les 2 critères. Et je dis, ils disent tous, même les confrères disaient, la justice est saisie. Et c'est là que, de manière très inconsciente, entre le jour de Noël et le jour de l'an, je me dis, c'est pas possible, il faut qu'on se défende nous-mêmes. Je fais cette lettre ouverte au procureur de la République de Paris. Et où je lui dis, vous auriez lu dans la presse qu'il y a un trafic de drogue dans la cage d'escalier d'une cité, avec des informations détaillées de l'édition locale du Parisien. Vous auriez ouvert une enquête préliminaire pour aller y voir. Parce que quand même, trafic de drogue dans les cités, nos quartiers. Et là, vous avez des faits publics, un débat public, et vous ne faites rien. Et donc, je fais cette lettre. Et cette lettre provoque l'enquête préliminaire. Depuis, petite sueur froide, quand ils ont été entendus, les procureurs, non celui que Madame Taubira essaye de faire bouger, là, M. Faletti, par la commission d'enquête parlementaire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, la lettre de M. Plenel était un signalement, comme n'importe quel citoyen. Et le procureur a dit, si on n'avait pas abouti dans le sens de Mediapart, nous nous serions retournés contre eux pour dénonciation calomnieuse. Donc là, tout d'un coup, j'ai pris conscience du risque que j'avais pris. Mais j'avais pris en disant, mais ça ne fonctionne pas, nos institutions-là. Et non seulement, vous savez la suite, ça a si peu fonctionné qu'il y a eu cette démarche avec la fausse question, enfin la mauvaise question, obtenant la fausse réponse à l'administration fiscale suisse. Là, à nouveau, système médiatique, journal du dimanche, campagne, Cahuzac blanchi, et moi je dois aller dans les médias dire tout ça c'est de la com, nous on est ferme sur nos informations et tout. Alors quelle était notre assurance à ce moment-là? Ben, c'était les policiers républicains. Parce que les premiers entendus dans cette affaire d'enquête préliminaire, c'est nous. Et on vient avec la même offre de preuves qu'on aurait dans un procès en diffamation. Quand a été terminée leur enquête préliminaire, qui a conclu à la nécessité d'une information judiciaire, ils n'avaient trouvé rien de plus que ce que Mediapart avait trouvé. Donc quand je réponds, on me dit, mais vous saviez depuis quand? Et qu'est-ce que savait François Hollande? Mais je dis comme vous tous. Vous saviez tous depuis le 4-5 décembre. Et donc là, pour moi, cette histoire est une vraie... Il y a eu un moment que vous n'avez... Allez le voir dans le... Je ne sais plus s'il y a encore les vidéos. Lors de la commission d'enquête parlementaire, qui même si elle n'a pas été jusqu'au bout sur la question de l'enquête fiscale qu'ils ont faite, elle a fait beaucoup de travail. Et il y a eu un moment, et c'est une leçon par rapport
a un texte, Hannah Arendt, la philosophe, a fait un texte formidable que vous trouverez dans Mensonges et violences, qui s'appelle Du mensonge en politique. Et qui est un texte formidable sur ce monde entre communication, cabinet ministériel. Elle appelle ça les spécialistes de la solution des problèmes. Et elle montre en fait que c'est un monde de menteurs professionnels, qui sont hors du réel. Et là, il y a eu un moment, Marion Boujard, qui est la communicante de M. Cahuzac, qui vient de Havas, Stéphane Fuchs et tout ce réseau de communicants. Et à un moment, elle craque devant la commission parlementaire parce qu'on l'embête sur une calomnie. Je termine, hein, je suis désolé, mais je pensais qu'il fallait vous l'expliquer. Je n'ai jamais eu l'occasion d'expliquer oralement, précisément comme ça. C'est donc pour vous, quoi. C'est vrai. Et Marion Boujard, elle avait répandu une... Là, c'est un petit souvenir sentimental, quelque chose de pas sympathique sur Fabrice Arfi. Elle avait essayé de calomnier l'enquêteur. La calomnie, elle visait son père. Le père de Fabrice Arfi, je l'ai connu, et c'est comme ça que Fabrice Arfi m'a appelé un jour. C'était un inspecteur de la brigade financière, un des meilleurs. Il est aujourd'hui plus dans la police, et c'était quelqu'un que j'ai connu quand je faisais mes propres enquêtes. Et le petit Fabrice de 8-9 ans m'a vu à cette époque. Vous voyez, de la rubrique police que je faisais à l'époque et à ça. Et donc il y a quelque chose de vraiment pas bien alors que son père est un type formidable. Donc Fabrice avait contre-attaqué, ça se savait, elle est embêtée là-dessus par les députés. Et là elle craque, elle dit je m'excuse, oui, je regrette, j'aurais pas dû, etc. Mais que voulez-vous? Et là, écoutez bien, et personne n'a souligné ça, elle dit que voulez-vous? J'étais dans une histoire de dingue. J'étais dans une histoire, j'avais jamais vu un meurtrier mener l'enquête sur ses propres crimes. Et c'est pourtant ce que j'ai vécu. D'habitude, ça se passe dans les films, et c'est ce que j'ai vécu. Le criminel était l'enquêteur sur ses propres crimes. C'est-à-dire qu'elle a dit ce que nous avons soulevé dès le premier jour. Quand les gens disaient « Mais pourquoi vous voudriez qu'il démissionne parce que vous avez fait un article ?» Mais on dit parce que le conflit d'intérêts est évident. Il va utiliser l'administration qu'il dirige et qui a essayé de se venger en venant embêter Mediapart sur la TVA récemment. Et bien sûr. Et donc le conflit d'intérêts est là. C'est le patron. C'est une énorme machine. Et elle le dit. Le meurtrier enquêtait sur ses propres crimes. Et elle lâche le morceau comme ça. Et donc, voilà l'alerte de l'affaire Cahuzac. Elle n'a pas d'étiquette partisane, l'affaire Cahuzac. Elle montre un problème. Et par ailleurs, elle est une bonne nouvelle, l'affaire Cahuzac. D'abord, une information peut réveiller un pays, peut obliger à prendre de nouvelles dispositions. Nous révélons aujourd'hui que les nouvelles dispositions sur la transparence financière font qu'il y a une enquête sur le patrimoine une enquête préliminaire sur le patrimoine de Jean-Marie Le Pen. Les gens de cette commission ne s'expliquent pas l'enrichissement de Jean-Marie Le Pen par rapport à ses mandats. Et donc se posent des questions. Il y a le nouveau procureur financier, on va voir son indépendance. Il y a eu des décisions prises. Et c'est une bonne chose. Et donc, moi je crois à cette idée que le journalisme, quand il fait son boulot, il apporte l'idée au pays que le pays peut bouger. Et qu'il n'est pas condamné dans ces temps où nous avons le sentiment que tout est fermé, que tout tombe dessus, qu'il n'y a pas d'espoir, que c'est la fatalité, qu'on ne sait pas comment s'en sortir, que la gauche piétine, que la droite se divise, que ceci, que cela. Eh bien, je crois à cette vertu profondément libérale politiquement, c'est-à-dire du côté de la liberté des citoyens, du droit de savoir des citoyens, où le journalisme peut être une bonne nouvelle. Pas la nouvelle simplement, regardez, ils sont corrompus. Non, la nouvelle, non, ils ne sont pas tous corrompus. Au contraire, certains se disent, mais ça nous salit tous, et ça les réveille, et c'est une bonne chose. Moi, je ne suis pas dans cette idée, au contraire, de embarquer tout le monde dans un même refus. Plutôt dans l'idée, je crois à la politique, je crois à la démocratie, je crois à sa vie, je crois à sa nécessité. Mais je crois que nous sommes comptables de l'exigence que nous avons à son égard. De qu'est-ce que nous lui demandons? Est-ce que nous acceptons cet abaissement? Est-ce que nous voyons avec cynisme? Est-ce que nous sommes à Levallois à voter pour le couple Balkany?
qui est une honte de la République. Est-ce que nous sommes dans la commune de l'Essonne de M. Serge Dassault à accepter que l'on achète les voix avec la complicité de la criminalité locale? Est-ce qu'on accepte l'éternité des mandats de M. Guérini et lui aussi concerné par une enquête de justice? Est-ce qu'on accepte tout ça? C'est notre responsabilité. Ces scandales ne font pas vraiment tomber des têtes, ou très rarement, exception faite pour l'affaire Cahuzac, mais je vais citer un exemple trop bien connu, mais imaginons que Nicolas Sarkozy veuille revenir, il pourra certainement le faire sans vraiment être inquiété par tous ces scandales. C'est aussi le cas pour Alain Juppé. Et qu'au final, tous ces scandales ne feraient que créer une atmosphère néfaste pour la démocratie. Une atmosphère de tous pourris, mais on fait avec. Comment pouvez-vous prétendre renforcer la démocratie à travers la révélation de ces scandales quand ces scandales ne sont pas suivis, ou très rarement suivis, par un réveil citoyen, un réveil concret et surtout durable? C'est la question la plus sensible, la plus difficile, je dirais même la plus personnelle, parce que parfois, moi, je suis comme vous, je suis désespéré. Je me dis, je mets ça sur la table et ça ne bouge pas suffisamment. Alors, ma réponse, c'est une réponse en forme d'interpellation pour vous tous. Il n'y a pas de démocratie parfaite. Et je pense que si on voudrait que la démocratie, ce soit le régime des purs, on ne serait pas loin de verser dans un fantasme totalitaire. L'humanité est fragile. Il y aura toujours des tentations, il y aura toujours des envies, il y aura toujours des faiblesses, il y aura toujours des fautes. Donc quelle est la question d'une démocratie? C'est qu'elle soit capable de les révéler, qu'elle soit capable de les sanctionner rapidement, qu'elle soit capable d'en tirer les conséquences. Je pense, en clair, que nous avons un problème français de culture démocratique. Je dis bien culture, ce n'est pas seulement nos institutions, c'est nous-mêmes dont je parle. De culture démocratique. De comment nous prenons la mesure de tout cela. Ma réponse, c'est que notre problème de culture démocratique, et ça c'est quelque chose que j'ai documenté depuis mes premières enquêtes sous la présidence de Mitterrand, que j'ai continué sous Chirac, que j'ai continué sous Sarkozy et sous celle-là. Nous avons un présidentialisme totalement déséquilibré. Et comme le dit un proverbe chinois ou ouzbek, le poisson pourrit par la tête. En clair, ce présidentialisme a une conséquence. Il déresponsabilise, dévitalise un système politique qui, du coup, n'est plus un système de pouvoir et de contre-pouvoir, de délibération, de contrôle. Vous l'avez tous sous les yeux, que vous ayez voté Sarkozy en 2007 ou que vous ayez voté Hollande en 2012. On fait campagne sur le « nous », j'ai besoin de vous, je ne changerai pas sans vous, il faut se réveiller, il faut une dynamique d'adhésion, et une fois élu, la présidence est à la première personne du singulier. Regardez le spectacle de la dernière conférence présidentielle. On peut être d'accord ou pas d'accord avec le choix fait par François Hollande, mais c'est un choix qu'il fait tout seul, à tel point que sa majorité présidentielle, qui n'est plus une majorité parlementaire, qui est une majorité présidentielle avec le quinquennat et l'inversion du calendrier, qui est même, je dirais, une légion présidentielle, elle n'a pas le choix, on lui dit « vous voterez la confiance, vous devrez voter, vous ne pouvez pas en débattre ». Et c'est un vrai problème, regardez le dernier épisode. On peut pareillement se dire, est-ce qu'il fallait qu'il recule ou qu'il ne recule pas sur la loi sur la famille? Mais c'est une décision prise en haut, annoncée par le ministre de l'Intérieur, sans que la ministre de la Famille soit consultée, sans qu'il y ait débat avec les parlementaires. Mais dans quelle démocratie on vit? Nous acceptons cela. Tous, même ceux qui veulent s'engager en politique, en viennent à dire, mais quel va être le prochain que je vais soutenir, qui va me permettre de gagner, et ce prochain me permettra d'être député, me permettra d'être maire, me permettra d'avoir un petit poste. Ce n'est pas ça une vitalité démocratique. Il y a un présidentialisme très fort aux États-Unis, mais il est équilibré, il est contrebalancé. Ça n'empêche pas qu'il mente parfois, ça n'empêche pas qu'il fasse des erreurs, mais la démocratie rebondit, s'en empare. Est-ce que nous avons un Freedom of Information Act ici, un droit d'accès au droit de savoir? Il existe aux États-Unis depuis 1967. Il existe en Grande-Bretagne, je vais y revenir, depuis 2005.
En France, qu'est-ce qui se passe? Dans nos enquêtes sur M. Sarkozy et 2007, nous avons demandé à la commission des comptes de campagne les comptes de M. Sarkozy de 2007. C'est public, hein, c'est de l'argent public, je rappelle. Hein. C'est des comptes pour être, vous savez, qu'on paye grâce à nous. Hein. Je suis responsable du fait que les partis politiques sont financés, que les campagnes électorales sont remboursées. Je suis un réformateur, par mes informations. Je dis ça de manière très immodeste, mais c'est vrai. C'est quoi l'histoire? Ben, la gauche arrive au pouvoir. Les corrompus, ceux qui sont avec l'argent, c'est la droite. Et la gauche dit, moi je suis la morale. Moi je n'ai jamais cru que les vertus morales aient une étiquette politique. Il y a des intérêts sociaux différents, mais il n'y a pas de frontières politiques et partisanes à la morale. Il y a des gens de principe à droite, à gauche, au centre. Il se trouve que qu'est-ce que nous révélons? Nous révélons que la gauche aussi fait du financement illicite. C'est les affaires Urba. Pour ceux, vous étiez tout jeune, c'est des affaires de financement illicite du Parti socialiste. M. Emmanueli va être mis en examen, d'autres, etc. Et du coup, la gauche est embêtée. Et du coup, il y a une discussion en disant, ah ben, si les deux familles politiques trichent, c'est que du coup, la démocratie a un coût. Et donc, il faut payer. Et c'est comme ça que nous payons. Nous payons, hein, c'est 75 millions d'euros, hein, les partis politiques. Hein. Et les campagnes électorales, conditions de plancher et de plafond, pareil, des remboursements. Donc c'est une bonne chose. Donc du coup, la fraude est encore plus grave. Hein. Donc nous demandons les comptes de campagne de M. Sarkozy à la commission des comptes de campagne. Refus. Nous saisissons la commission d'accès aux documents administratifs. Réponse. Vous avez le droit. Ces documents sont accessibles. Nous nous retournons devant la commission des comptes de campagne. Donnez-nous ça, la CADA est d'accord. Commission des comptes de campagne trouve une argutie. Ça se plaide demain au tribunal administratif. Nous n'avons pas ce droit d'accès. Alors je vais vous donner un exemple de démocratie vivante. Ça ne veut pas dire, encore une fois, de démocratie pure, mais de démocratie qui redonne confiance. C'est pour ça qu'il y a des monstres dans la rue. Qu'il y a des gens qui crient partout, qui croient au complot et qui se laissent aller aux idéologies les plus mortifères. Parce qu'on dit, on n'a plus confiance. Exemple, la Grande-Bretagne, vieille démocratie parlementaire. La monarchie, c'est nous, pas eux. Et oui, dans les faits. Nous avons à Mediapart documenté la question des frais des députés. Les députés ont des émoluments et ils ont de quoi payer secrétariat, etc. Et ils ont par ailleurs, l'enveloppe a été baissée, je crois qu'elle est de 5 900 €, donc près de 6 000 € par mois d'argent pour leurs frais. Et nous, Mediapart, on s'est étonné qu'il n'y ait aucun contrôle. Quand vous serez dans une entreprise, ou ceux qui sont salariés qui sont ici, quand vous faites des frais, des notes de frais, vous devez justifier avec des factures. C'est normal. Hein, prenez pas l'argent comme ça. Donc on s'étonne qu'il n'y ait pas un contrôle indépendant au sein de l'Assemblée de comment ils utilisent cet argent. Et du coup, pourquoi on le fait? C'est parce qu'on sait que certains ne l'utilisent pas à des fins liées à leur fonction d'élu. Preuve de l'indépendance de Mediapart, ça tombe, les documents que nous obtenons, ça tombe sur un député, il était socialiste, blogueur à Mediapart, qui écrivait dans le club de Mediapart. Et nous publions les factures qui prouvaient qu'il utilisait ça pour des voyages avec toute sa famille en Égypte et au Sénégal. Bon, donc on dit, c'est pas normal. Ben vous savez quoi? C'est ce que nous avons fait là, qui n'a pas fait de remous. Et ce n'est toujours pas réglé malgré la déontologue qu'il y a à l'Assemblée. En Grande-Bretagne, c'est ce qu'on appelle le scandale des frais des parlementaires. Et vous connaissez la suite. C'est le Daily Telegraph. Il a un informateur, c'était les travaillistes à l'époque, qui lui dit, vous savez, ils utilisent pour n'importe quoi leur argent. Le Daily Telegraph démarre, journal conservateur. Là-dessus, leur informateur dit, attendez, il y en a aussi pour vos copains. Donc, ils font aussi, et du coup, ils sont montrent, et ils font ces 15 pages. Gros scandale. Des petits montants, y compris des choses aussi ridicules pour certains que l'achat d'un nain de jardin. C'est un petit détail qui tue. Quelle est la conséquence? Parce qu'il y avait le Freedom of Information Act, ils ont pu avoir communication, et puis ils ont fait un appel à la population. Bref, tout ça est sorti. Les parlementaires concernés, chacun de leurs partis les a sortis du jeu, ils ne se représentent plus. Et l'un d'eux, qui est un intellectuel brillant, vous avez peut-être entendu son nom, Denis McShane, porte-parole de la 3e voix de Tony Blair, il va faire, ou il fait actuellement, 3 mois de prison ferme,
parce qu'ils ont été condamnés, et à la fois du sursis et de la prison ferme, de l'exemplarité, pour, écoutez bien, 19 000 €. Pour 19 000 €. Donc, moi je dis juste ça, c'est-à-dire que je trouve que nous sommes, je vais vous faire le coup de la Boétie et la servitude volontaire, nous acceptons ce fonctionnement où tout dépend d'un seul. Et ce fonctionnement où tout dépend d'un seul crée de la servitude, crée de l'acceptation de tout cela. Et c'est cette acceptation qui crée ce sentiment. C'est pas moi qui crée, c'est pas quand le sage monte la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est pas moi. Moi je dis, réveillons-nous là-dessus. Sachons dire non. Vous connaissez la formule, hein, dans les essais, Montaigne, parlant de son ami la Boétie, sa peine de cœur, il dit, c'est d'avoir lu dans Plutarque, les vies parallèles, qu'une peuplade d'Asie ne savait pas dire une syllabe qui est non, qui a donné à la Boétie son idée du discours de la servitude volontaire. Donc c'est à ça qu'il faut qu'on dise non. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on se réveille. Je vous dis ça parce que ça me tient à cœur. Je sais que cette question est lourde. Et nous, elle nous taraude. Je me dis, mais en effet, je dis, nous, on essaye d'accompagner ça. Il y a des articles longs dans Mediapart, on explique ces questions de culture démocratique. On l'explique. Quand on parle aux formations d'opposition, parce qu'on est dans ce système, on est beaucoup plus intelligent quand on est dans l'opposition. Donc, quand il y a eu l'affaire Cahuzac, les parlementaires UMP sont venus à Mediapart, trouvaient formidable Mediapart. Les mêmes qui... Bon, et je ne parle pas des parlementaires socialistes avant. Donc nous, on dit, mais c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, et c'est le prochain livre, hein, il sort chez le même éditeur en mars prochain, il s'appelle Dire non. C'est pour ça que je vous fais ça. Et qui a ce point de départ. Pourquoi on ne... Je pense, je vais vous dire vraiment ma conviction de citoyen et pas seulement de journaliste. Je ne crois pas qu'il y ait une seule formation politique qui ait le programme qui va nous sortir d'une situation aussi complexe. Crise économique, crise sociale, crise de globalisation, crise écologiste, crise de transition, basculement du monde, révolution industrielle. Donc je pense que du coup, la seule réponse politique, c'est comment nous pouvons démocratiquement élaborer des solutions. On est intelligent à plusieurs. Comment on peut créer des majorités d'idées? Comment on peut créer des échanges et non pas de l'affrontement superficiel, ridicule, violent, virulent? Comment on peut revitaliser l'espace démocratique? Et ma déception, moi qui ai souhaité qu'on tourne la page de la présidence que j'avais appelée hyper-présidence de Nicolas Sarkozy, c'est que le choix qui est fait depuis 2 ans, c'est l'inverse. C'est de démobiliser son propre camp, de ne pas créer cette dynamique, de ne pas... Il faut cette élaboration, et de jouer dans quelque chose où, au fond, et du coup, on a non seulement un président, mais un président bis qui attend sa marche consulaire vers le pouvoir en la personne du ministre de l'Intérieur. Comme si on revoyait Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, déjà. Et on est pris au piège de cette chronique, avec en plus la chronique sentimentale qui revient aussi. Hein, quand l'histoire se répète, c'est toujours en farce, vous connaissez la formule. Mais au bout d'un moment... Et donc, je crois vraiment que le but de nos informations, ce n'est pas de nous désespérer, c'est de nous dire, nous sommes comptables de tout ça. Ça nous n'est pas extérieur. À nous de nous en parler. Merci beaucoup. Donc on a bien compris que le droit de savoir était notre grand combat. Cependant, on s'interroge aussi sur les limites de ce droit de savoir. Je vais vous donner 2 exemples très différents, vous allez me dire peut-être ce que vous en pensez. D'abord par rapport à toutes les questions de sécurité nationale. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité parfois de limiter, de sacrifier le droit de savoir pour la sécurité? Comment dire? Le fait que vous soyez nombreux là, c'est aussi le fait des infos de Mediapart, mais c'est aussi le fait des notoriétés médiatiques. Et les notoriétés médiatiques télévisuelles sont celles où on doit répondre en 2 minutes. Bon, d'où le fait que je ne peux pas répondre en 2 minutes. Je préfère expliquer un peu. Et avoir ce temps-là qui est... Voilà. Et le droit de savoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en démocratie, tout ce qui est d'intérêt public doit être public. Que le secret doit être l'exception. Qui ne doit pas s'étendre, mais être le plus réduit possible.
C'est la formule que je cite toujours du premier président du tiers-État, qui s'appelait Bailly, qui a été maire de Paris, qui est très oublié, et qui est une formule formidable à l'été 1789, la publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple. C'est que c'est celle du n'importe qui. Sans privilège de naissance, d'origine, de fortune, de diplôme, j'ai le droit de m'en mêler. J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de protester, j'ai le droit de voter, j'ai le droit d'agir, j'ai le droit de contester, j'ai le droit de voter, mais j'ai aussi le droit d'être candidat, voire au scandale, sans privilège de naissance, de fortune, de diplôme, de gouverner. Cette promesse sera toujours inaccomplie. Elle va se heurter, et c'est logique, à des oligarchies ou des avant-gardes ou des experts qui savent, soit de manière intéressée et corrompue, soit de manière sincère, qui pensent qu'ils savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Donc la vitalité de la démocratie, c'est comment se vit ce n'importe qui. Et vous voyez bien que je parle aussi de ce qui nous arrive quand on voit le taux d'abstention, quand on voit le vote dans des familles radicales et contestant parfois la démocratie elle-même. Donc, cette vitalité est essentielle. Quelle est la clé de cette vitalité? C'est ce droit de savoir. Comment je peux, si je ne sais pas, être un citoyen libre et autonome? Donc, cette question de la publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple est une question essentielle. Donc, intérêt public. Face à cela, la tentation des pouvoirs, parce qu'il n'y a pas que le pouvoir d'État, il y a le pouvoir financier, économique, est d'étendre son secret. Secret des affaires, secret défense. Sous Nicolas Sarkozy, comme vous le savez, le secret défense a été étendu à des lieux. Avant, c'était des documents. Je classe un document secret défense. Ce n'est pas un lieu qui est secret défense. Parce que si je dis c'est un lieu, ça veut dire que les juges ne peuvent pas y venir, même s'ils savent qu'il se passe des choses illégales. Parce que quand même, ne tombons pas du ciel. Secret des affaires, secret défense. Quels sont les 3 éléments de corruption dans le monde? Les 3 lieux. Le pétrole ou le gaz, matière première, les ventes d'armes et l'industrie pharmaceutique. Ces 3, parce qu'il y a beaucoup de profits comme ça. Donc, bon. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? C'est une démocratie où il y a un droit de la presse qui fait que les journalistes rendent compte du risque qu'ils prennent. Je trouve que ça, c'est d'intérêt public. Je vous le révèle. Ah non, on vous le conteste. Eh bien si, je vous prouve que c'est d'intérêt public. Je vous prouve comment? Par le contenu de mon information, par mon offre de preuve, par le détail. Et du coup, on voit bien que je n'ai pas violé un secret défense, je n'ai pas violé, et je vais y venir, un secret d'intimité privée, je n'ai pas violé un secret des affaires, j'ai révélé des faits d'intérêt public. L'intimité de la vie privée ne peut pas protéger des faits de fraude fiscale et d'évasion fiscale. Évidente, je ne juge pas moralement, c'est des imprudences, c'est des questions d'intérêt public. Si quelqu'un qui est lié à des milieux criminels a un peu des liens, et dans les écoutes téléphoniques, c'est encore une fois dans le Canard enchaîné, on l'entend dire « j'espère que François va être élu, ça va arranger nos affaires ». Enfin, ça ne va pas. Vous êtes d'accord? Bon. Et la deuxième question qui est posée, qui est d'intérêt public, moi j'ai fait un article en juin 2012 pour en finir avec la Première Dame. Parce que ça a commencé, le mot Première Dame, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de tradition républicaine, il y a eu des épouses. Pour l'instant, il n'y a pas de femmes, donc on ne peut pas dire des époux. Il y a eu des épouses. Et le côté people showbiz a commencé avec le passage de Cécilia avec Carla Bruni. Grand reportage dans Vanity Fair, photo de Carla Bruni sur le toit de l'Élysée, etc. Je me souviens, j'avais fait un article en disant Carla à l'Élysée, la République privatisée. Elle était sur le toit de l'Élysée, etc., dans une robe de mode, etc. Donc, j'avais dit, nous, on élit une personne, on n'élit pas un couple. Et donc, il n'y a pas de première dame. Il n'y a pas, et nous ne sommes pas dans le même système présidentiel, normalement, que le système... Je rappelle que dans notre Constitution, qui n'est pas respectée actuellement, le président est censé uniquement veiller au respect de la Constitution. Et c'est le gouvernement qui décide. Et je rappelle juste au passage que notre Constitution, c'est aussi qu'on est une république démocratique et sociale, et c'est aussi qu'on ne fait pas de distinction selon l'origine, la race et la religion, et qu'on respecte toutes les croyances.
C'est pour faire... Il suffirait de bien respecter la Constitution. Hein. Bon, donc, je dis juste ça pour dire, pour en finir, pour dire que là, la question de la première dame, ben, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que François Hollande a acheté sa paix de couple en acceptant qu'il y ait une apparence de première dame, un secrétariat, etc., alors que le couple était en train de se terminer. Et ça, c'est pas... On ne mélange pas ça, on règle ça ailleurs. Pourquoi? J'en terminerai là. Je suis aussi, quelque part, un homme public. Forcément, je suis dans l'espace public. Je ne suis pas élu, je n'ai pas leur responsabilité. Mais même, je me dis à ma place, je fais des révélations qui embêtent, qui dérangent. Je dois me tenir. Je dois faire attention à ce qu'on n'écoute pas sur mon téléphone que je consomme des produits illicites et que ça pourrait donner part sur moi. Je dois faire attention. Je ne juge pas moralement ce que vous faites, vous, dans votre espace public, mais je dois faire attention par rapport à ma fonction, par rapport à ce que je défends. Quand on occupe des fonctions dans cet espace public, y compris non électives, au bout d'un moment, on est un miroir, on renvoie quelque chose. Et alors, encore plus quand on est élu au sommet de l'État. Ce fauteuil ne leur appartient pas, le leur. Donc, ils sont en miroir. Et donc, le côté le bon plaisir, ça ne marche pas. J'ai une position assez conservatrice là-dessus, assez traditionnelle. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais néanmoins, cette fonction ne leur appartient pas. Donc ils doivent faire attention. Donc ils ne doivent pas mélanger. Donc ils ne doivent pas s'en mêler les pieds. Donc voilà, je rends compte après. Mais pour vous dire sur l'affaire de l'appartement, je vous donne l'information, cette amie de Julie Gaillet nous poursuit. Elle nous poursuit. C'est une jeune actrice. Hein, elle nous poursuit en estimant que nous avons porté atteinte à sa propre vie privée. Hein, en révélant son histoire à cause, et qu'elle n'était pas concernée, elle leur prêtait son appartement, mais qu'elle n'est pas concernée par l'affaire qui concerne François Hollande. On va voir, peut-être qu'à nouveau la justice, comme dans l'affaire Bettencourt, va nous donner tort, nous donner raison, et que ce sera une longue bataille. L'intérêt public et le cadre de la loi sur la presse, qui est le cadre le plus protecteur. Je rappelle juste pour ceux qui seront journalistes, la bonne foi, sérieux de l'enquête, légitimité du but poursuivi. Est-ce que mon information est légitime? Sérieux de l'enquête, est-ce que j'ai travaillé? Respect du contradictoire, est-ce que j'ai appelé tout le monde? Absence d'animosité personnelle, je ne suis pas en train de régler un compte particulier, et modération dans l'expression. Donc ça, c'est la bonne foi, c'est même pas la vérité des faits. Donc, rendre compte du conflit démocratique, de comment la démocratie, c'est un conflit comme ça.